Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Alors que les idées d'extrême droite sont omniprésentes dans la sphère politico-médiatique, que des régions pourraient basculer, quel espace politique pour la gauche, pour quelles idées, autour de qui? Ce soir, nous allons poser ces questions à un homme de gauche, Benoît Hamon, et dans À l'air libre. Bonsoir Benoît Hamon, bienvenue. Bonsoir Valentine. Installez-vous. Avec moi pour vous questionner, voilà, Pauline Graul qui suit les gauches à Mediapart et elle a bien du travail, Pauline Graul, parce qu'on n'y comprend pas toujours tout. Vous allez nous éclairer, on l'espère. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, candidat à votre réélection sur une liste menée par l'écolo Julien Bayou. Vous avez été ministre de François Hollande, vous avez quitté le PS après votre défaite à la dernière présidentielle et vous avez fondé le parti Génération au pluriel. D'abord, le moment politique dans lequel nous sommes, plongés dans une crise sanitaire sans précédent qui aggrave la crise sociale sur fond de montée de l'extrême droite. On va y revenir à un an de la présidentielle. Un mot pour qualifier ce moment, un mot. Pré-fasciste. Alors, développez. Je crois qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appellerait des signaux faibles habituellement, mais tous les signaux faibles qui montrent que la France est prête à basculer dans un régime de type autoritaire, c'est-à-dire liberticide, haïssant l'égalité, probablement raciste aussi, et les ingrédients les plus récents sont évidemment l'appel des militaires, d'abord retraités, puis ensuite les militaires d'active qui choisissent, aucun hasard à cela, le 21 avril 2021, 60 ans après le lancement du putsch d'Alger contre le général de Gaulle, le moment où il dénonce dans un appel qui reprend toutes les obsessions de l'extrême droite, absolument toutes, dénonce en clair une France qu'il ne supporte plus et qui justifierait l'intervention de leurs camarades d'active qui pour certains d'entre eux répondent à l'appel dans une nouvelle pétition. Ça c'est un ingrédient, mais il y en a tant d'autres, comme l'omniprésence aujourd'hui de la question identitaire dans le débat politique et la disparition quasi totale de la question sociale, même si elle réapparaît, et quand elle réapparaît, c'est dans des termes comme l'initiative d'Elisabeth Borne, de Castex et d'Emmanuel Macron, de réformer l'assurance chômage sans l'accord d'aucun syndicat, donc au mépris de la démocratie sociale, et tout ça pour appauvrir les chômeurs. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a bien des ingrédients qui augurent du pire. Qui augurent du pire, absolument. Justement, on sait qu'il y a une partie de la gauche qui a fait une croix sur 2022. On ne citera pas de nom, mais on sait que ça existe dans certains états-majors. Peut-être vous allez les citer. Non, mais bon, on verra. Moi, j'ai aucun problème à donner. Est-ce que dans ce contexte que vous venez de qualifier de pré-fasciste, est-ce que vous pensez que la gauche peut gagner la bataille de 2022 ou alors est-ce qu'elle a déjà perdu la bataille culturelle? Déjà, ce contexte-là appelle la responsabilité. Alors, ce que je vais dire est totalement bateau, mais la différence entre 2017 et 2022, c'est que l'imminence ou la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen est désormais tout à fait tangible. Et attention à ne pas comparer, on évoquait en off juste avant la situation américaine et la situation française, attention à ne pas comparer un épisode Le Pen à l'épisode Trump. Finalement, Trump serait une parenthèse qui permettrait à la gauche de se reconstituer, de se régénérer, de revenir au pouvoir après. En France, en Europe, l'histoire du fascisme, l'histoire des nationalismes, elle se termine toujours mal et elle ne se termine pas par une alternance tranquille. Donc il faut regarder notre histoire en face et savoir de qui sont les héritiers, ceux qui aujourd'hui représentent le Rassemblement national et ceux qui autour d'eux, dans la bulle médiatique, intellectuelle, développent une obsession contre l'islam, une obsession contre l'altérité, une obsession contre la gauche et finalement une obsession contre la République. Donc on a un contexte qui appelle premièrement la responsabilité. Les électeurs ne s'y trompent pas. Peut-être parce que les électeurs de gauche et écologistes se sentent plus vulnérables que jamais face à une urgence sociale et une urgence climatique qu'ils vivent. Eux, ils réclament un seul et unique bouclier, un seul et unique étendard. Dans tous les sondages, vous les prenez, l'électorat de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat écologiste ou l'électorat social-démocrate, tous appellent à un candidat unique de la gauche. Donc on a à la fois une pression de notre électorat, une pression du contexte politique, et peut-être faut-il y ajouter
une pression nouvelle du mouvement social, des intellectuels plutôt classés à gauche, de la société civile organisée, qui là encore dit... Écoutez, vous êtes sympathiques, les politiques. On vient pour vous apporter des idées, mais si vous n'êtes pas capable de nous offrir une stratégie pour gagner, à quoi servent nos idées, puisqu'elles sont certaines de perdre? Donc cette triple pression pousse, en tout cas, à l'unité qui est la seule et unique condition à remplir pour pouvoir au moins être au second tour. Alors, après, la victoire, elle sera évidemment possible. Alors justement, pour y parvenir à cette victoire, vous parlez d'unité, vous nous faites notre transition. Vous êtes de ceux qui prenaient l'union de la gauche. L'union de la gauche, c'est presque devenu un marronnier, en fait. Ça fait pas 10 ans qu'on en parle, ça fait 50 ans. Regardez juste les archives qu'on a retrouvées. Alors il y a une sorte de refrain qui dit « la gauche doit s'unir ». Très bien, parfait, examinons la question. Alors Jean-Luc, parlons-nous, continuons à travailler et créons cette grande espérance autour d'un rassemblement. C'est pas facile. Je serai le travailleur inlassable, l'architecte inlassable, l'artisan inlassable jusqu'au bout du rassemblement de la gauche dans cette élection présidentielle. Nous, communistes, nous ouvrons une vraie perspective de rassemblement et d'union. Les rassembleurs, c'est nous. Nous avons rassemblé les socialistes amis. Nous pouvons rassembler la gauche et nous rassemblerons les Français. Nous devons la préparer, cette suite, en référence permanente à l'union de la gauche, dans laquelle nous sommes loyalement et pleinement engagés. En adhérant à l'union de la gauche, nous avons fait un choix politique qui est conforme à la tradition et à la finalité du radicalisme. Je vous dis d'abord l'union. Ensuite, l'union sur un programme commun. On l'a fait volontairement à rebours du temps. On a l'impression que ça n'a jamais été aussi urgent de s'unir et en même temps qu'on n'en a jamais été aussi loin. Dernière tentative en date, c'était donc le 17 avril dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà, donc à l'hôtel Holiday Inn au bord du canal de l'Ourcq. Rendez-vous pris à l'initiative de l'écolo Yannick Jadot qui a engagé lui-même dans la primaire de son parti. Il y avait du monde, il y avait les socialistes Anne Hidalgo, Olivier Faure, il y avait Sandrine Rousseau, elle-même engagée dans la primaire, l'ancien marcheur Aurélien Taché, ou encore Raphaël Glucksmann de Place Publique. Et surtout, il y avait beaucoup de journalistes pour immortaliser ce rare moment d'union. Il n'y avait quand même pas tout le monde. Et quand on regarde la photo de famille, il manque quand même quelques cousins sur la photo de famille. Regardez-la, ça c'est la photo qui est à la fin. Donc on vous voit, vous, quasiment au centre. On voit donc Sandrine Rousseau, on voit toutes les personnes que j'ai citées. Mais il n'y a pas Éric Coquerel qui est venu au nom des Insoumis, il n'a pas voulu poser. Il n'y avait plus Éric Piolle qui était déjà parti. Il n'y a pas non plus Montebourg, Bateau, Roussel, toutes ces personnes ne sont pas venues. Mélenchon lui-même non plus, Taubira, silence radio. Au-delà de la photo, est-ce que c'est embêtant tous ces absents ? Oh, c'est toujours embêtant, mais les grandes familles, en tout cas de pensée, les grands courants sont là. Ce qui est important de dire à cette étape, c'est que c'était intéressant que dans le choix des séquences qui a été le vôtre pour illustrer cela, on entend à la fois le refrain de l'union, mais on entend aussi programme commun. Et le sens de l'union, ça peut pas simplement être la bonne stratégie électorale pour se débarrasser de la droite ou de Macron, ce qui est à peu près la même chose d'ailleurs. Mais ça doit être pour quelle vision de l'homme, quelle stratégie en matière éducative, quelle politique sociale. On n'entend pas beaucoup sur l'éducation et la question sociale, la gauche. Alors, on entend certains plutôt que d'autres, mais on aurait besoin de savoir ce que ça va changer fondamentalement dans l'entreprise, le retour de la gauche. Est-ce que le pouvoir va changer de place? Est-ce que l'amélioration des conditions de travail va passer par une réduction du temps de travail, des salaires qui augmentent, un revenu universel? Est-ce qu'on va se doter des moyens d'une grande politique éducative? Ça, le 17 un tout avril. Petit peu. Mais comment ça se fait? Alors attendez, comment ça se fait qu'en 2021, 4 ans après l'avènement d'Emmanuel Macron au pouvoir, dont on a très vite vu qu'il n'allait pas être un président, alors, il y a plein de raisons. Comment est-ce possible qu'au bout de 4 ans, vous n'ayez toujours pas le programme commun? Le programme commun. Non, on a un peu. Franchement, les électeurs de gauche qui nous regardent se disent mais en fait, il existe. Il existe ce programme commun. On peut assembler déjà des morceaux et sans aucune difficulté. C'était d'ailleurs le sens de la tribune que j'avais faite au Monde pour leur dire, regardez, vous verrez que même sur la question européenne, finalement, il y a plus de briques en commun aujourd'hui, qui donnent raison pour partie à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qu'hier. Donc, revenons à l'épisode précédent. Ce programme commun, il est fondamental. Le plus important, c'est que c'est finalement de placer ces travaux-là, me semble-t-il,
semble-t-il aujourd'hui en termes de méthode, sous les bons auspices, le contrôle ou la surveillance du mouvement social. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une pointe de méfiance ou de paranoïa chez les acteurs politiques vis-à-vis des uns et des autres. Si vous avez Jadot, on va supposer qu'il a un calcul à faire cela, Faure qu'il a un calcul aussi, Mélenchon, etc. Bon. Et donc je pense que la première chose, c'est de confier à ce qui va être fait le 24 mai, je crois, 24, à 2022 ou jamais, le pouvoir d'agir des grandes plateformes qui réunissent des syndicats, des organisations de la société civile, le soin de fabriquer ce programme. Vous auriez pu les inviter le 17 avril. Oui, mais c'est pas moi qui ai invité. Non, c'est pas vous, mais vous auriez pu dire que c'est indispensable qu'ils y soient. Il s'avère que c'est moi qui ai mis dans le débat le fait et qui ai fait la proposition le 17, qu'on ait un tiers de confiance sur la proposition, qui n'est pas la mienne, de 2022 ou jamais, et de ces gens plutôt jeunes, avec des anciens aussi, qui disent, bon, s'il vous plaît, on n'a pas d'autre choix que de faire l'unité, donc il faut la fabriquer. Donc on va la fabriquer, on essaye de la fabriquer. À la prochaine réunion, il y aura donc ces organisations citoyennes, et vous allez parler du fond cette fois-ci. Normalement, j'espère. En tout cas, je ne vois pas d'autres. Oui, mais et on peut les prendre, les sujets d'ailleurs. Moi, je trouve très intéressant, par exemple, que Joe Biden, je vais démarrer de Joe Biden, mais pour revenir à Mélenchon. Vous voyez, comme quand on peut faire des... Tout est possible. Ben oui, mais ça ne peut pas être si difficile que ça. Biden vient de prendre une initiative qui est formidable, saluée dans toute l'Europe, qui ringardise complètement Macron au passage, qui est cette mesure qui préconise un impôt sur les bénéfices des sociétés ou sur les bénéfices des multinationales, où vous payez ce que vous payez là où votre siège social est installé, mais le delta, vous le payerez au Trésor américain. Si c'est 13% que vous payez en Irlande, comme c'est 21% aux États-Unis, vous paierez 8% au Trésor américain. Belle idée qui fait tomber le principe de la concurrence fiscale, qui nous mine, nous d'ailleurs, en Europe et dans le monde, et qui permettrait de faire rentrer des recettes pour financer des politiques éducatives, des politiques sociales, que sais-je encore. Qu'est-ce qui se passe? Si en Europe nous voulons le faire, le refrain on le connaît par cœur, il a été celui du dernier gouvernement, je m'y suis suffisamment heurté avec d'autres, d'ailleurs en Conseil des ministres, pour dire que c'était pas possible, qu'on continue à dire, d'ailleurs à l'époque c'était sur la taxe Tobin, qu'il faut attendre que les Européens le fassent pour agir. Donc là nous pourrions dire en France, eh bien, nous prenons la décision de faire la même chose que Biden, sauf que ça rentre en contradiction avec un principe qui est celui de l'unanimité pour les politiques fiscales en Europe et qui nous amènerait à entendre la même musique. Eh bien, on a là, c'est pas moi c'est Lucas Chancel d'ailleurs qui m'en parlait. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de donner raison finalement à Mélenchon qui dit faut dans certains cas désobéir aux traités. Ben voilà, là les sociodémocrates y sont favorables, là les écologistes, et je ne doute pas, en tout cas les Verts, qu'ils y seraient favorables. Ce serait une manière de dire, eh bien, on prend nos libertés par rapport aux traités parce qu'on pense que c'est l'intérêt général, qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et financer des politiques éducatives par exemple. Est-ce que ce serait totalement en contradiction avec ce que fait Macron? Vous observerez qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a demandé au Conseil d'État de se libérer d'un avis de la Cour de justice européenne sur la question de la conservation des données personnelles. Donc il désobéit au traité. Donc qui le dit? Oui, donc on peut prendre des décisions unilatérales. Et vous êtes d'accord là-dessus? Oui, là, je crois qu'aujourd'hui, sociodémocrates, écologistes sont d'accord sur ces questions. Vous parlez beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. J'en parle parce que je lui trouve des familiarités ou un voisinage avec Joe Biden, je le souligne. Oui, mais pas que, parce que avec vous, on a lu pas mal pour préparer quand même, et donc vous parlez de lui, il parle de vous. Vous dites qu'il a une place particulière dans un entretien politique, vous dites on ne peut pas lui demander de se mettre au bout de la table et de se taire. Il a fait 19% à la présidentielle de 2017. Eh oui. Est-ce que c'est le seul qui tient la route à vos yeux? Parce que, bon, les idées, bien sûr, le programme commun, évidemment, ça reste quelqu'un qu'on élit. Une personne qu'on élit, vous êtes passé par là. Oui, je vais dire deux choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, sinon j'aurais rejoint les Insoumis. Il y a des points sur lesquels je suis en désaccord. Déjà sur la stratégie, là je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il privilégie la reconquête des abstentionnistes au détriment de l'unité, en disant l'unité c'est la soupe au logo, tout ça marche pas et ça parle pas aux électeurs. Il y a une autre vision de l'unité que celle d'un cartel de partis. L'unité du peuple plutôt que l'unité des partis. Sauf que moi Mais est-ce que c'est pas lui qui a compris, parce que l'unité des partis, enfin qui adhère encore aux partis aujourd'hui? Mais oui, jusque là on est d'accord, on peut entendre. Sauf que moi j'affirme qu'une grande partie des abstentionnistes
voudront demain et sortiront d'une forme de torpeur démocratique ou de mécontentement démocratique s'ils ont un seul et unique étendard, un seul et unique bouclier. S'il y en a plusieurs, si la stratégie de l'unité du peuple échoue, eh bien, je ne crois pas une seule seconde qu'il y aura suffisamment d'abstentionnistes à sortir de cette torpeur démocratique pour aller voter Mélenchon ou qui sais-je encore. Donc, je crois vraiment que l'unité des partis peut aider aussi à cette dynamique unitaire qui peut être celle du peuple. Ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec lui. Après, ce que je dis simplement, c'est que si on veut fabriquer des rassemblements dans le seul but de mettre Mélenchon dehors, c'est une faute politique. C'est une faute politique parce qu'elle nous mène au même résultat que la stratégie qui serait celle solitaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire à l'échec. Et moi, je n'accepterai pas, et je n'accepte pas, parce que c'est un fait politique. Jean-Luc Mélenchon, que ça plaise ou non, a fait 19% aux élections présidentielles. Je suis bien placé pour le savoir. Et croyez-vous, et croyez-moi, sur le fond, on avait des désaccords, et je crois encore aujourd'hui que ce que j'ai défendu à l'époque sur l'importance du chômage technologique et l'importance de la taxe sur les robots, du revenu universel, sur ces grandes questions, il faudrait les reposer au cœur d'un programme commun. Allez, s'ils n'y sont pas, en tout cas, que nous discutions de ça dans le travail sur le programme commun. Donc, on a eu des désaccords, et on en a encore. Mais la position qui consiste à dire il faut le rassemblement, mais un tel est infréquentable, celui-là est insupportable, celle-là est psychologiquement bababa... Oui, mais on n'entend que ça quand même. Et là, on voit bien, finalement... Mais pas de ma part. Pas de votre vous part. observerez que le pacte de non-agression que les uns et les autres veulent respecter, disent vouloir respecter, et qu'ils ne respectent pas. Hein. Ah oui, mais ça, y compris Jean-Luc, dans son interview au Monde, peut pas dire on fait non-agression et en mettre une à Jadot est fort, les autres sont empressés de dire dès que... Pardon ? Jadot, ça vous rappelle pas un truc ? Non mais, tout me rappelle un truc. non mais pardon, Jadot, le positionnement centriste, c'est pas le François Hollande 2012 mais si c'est ça, il se plantera. Et moi, je lui déconseillerais de faire ça. Et en l'occurrence, là encore, moi, il m'a soutenu aux élections présidentielles. Et donc, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui, je le regarde, j'ai entendu ce qu'il dit, j'ai là aussi des désaccords, mais aussi beaucoup d'accords avec lui, comme avec Jean-Luc. Et je crois, je le redis, qu'un travail sérieux, en tout cas, pourrait nous permettre de bâtir ce programme commun, avec tout le monde, des insoumis de Jean-Luc jusqu'à Jadot. Voilà. Mais qu'est-ce qui ferait que, justement, ça se débloque aujourd'hui ? Il y a deux blocs. Il y a Jean-Luc Mélenchon, d'un côté, qui veut rassembler des individus, même prendre une partie de communistes, peut-être une partie des Verts, et il y a le groupe ELV et PS qui sont en train de parler des législatives. Donc en fait, ces deux blocs, ils sont... écoutez, moi je vais vous dire, je vais être très clair. Ceux qui commencent par parler des législatives et qui ont décidé de jouer la défaite... Ouais, il y en a. Oui, il y en a. Mais il y en a sans doute. Alors ceux-là, moi je ne veux pas en entendre parler. Moi, ça ne m'intéresse pas. Au moment où on a le péril de Marine Le Pen, qu'on m'explique que pour sauver le financement d'un parti... Il faut qu'on ait un groupe, parce que, sachez-le, quand on a un parlementaire, il est responsable de la destination d'à peu près 70 000 à 80 000 euros de financement public, et qu'on réfléchisse à la survie d'appareils résiduels, sans même une idée, pour quoi faire ? Ils vont résister à qui et à quoi, si demain Marine Le Pen l'emporte ? Donc, ceux qui enjambent la présidentielle pour se dire, d'abord parlons d'un contrat de législature, c'est-à-dire un accord au législatif... Vous parlez d'Olivier Faure, là ? Non, j'espère que ce ne sera pas sa position, parce que si c'est sa position... En tout cas, pas officiel. Donc, pour l'instant, moi, il ne m'a pas appelé pour me dire c'est ça qui est important. Donc, il ne l'a pas dit non plus dans la réunion du 17. S'il devait formuler ça comme sa priorité, eh bien, je lui dirais qu'il est pas digne du moment dans lequel nous sommes. Oui. Moi, je ressors. Vous croyez que ça me fait plaisir de ressortir de ma semi-retraite pour aller faire de la politique avec des gens qui m'expliquent « Ah non, tu comprends, le revenu universel, le travail, papa. » Et je dis « Mais quoi à la place ? Le RSA jeune ? C'est sérieux, ça ? Le RSA jeune, c'est juste réparer la bêtise qu'on a faite au moment de la création du RMI. Vous vous souvenez quand c'était le RMI ? Michel Rocard. Donc, en ne le faisant pas pour les 18-25 ans, ça n'est pas une politique sociale. Moi, je suis pour le RSA jeune, mais c'est le minimum, du minimum. Mais c'est même pas le minimum. Oui, c'est vraiment le minimum. C'est donc. Franchement, soyons sérieux sur ces questions-là. Il y a trop de dangers pour... Non mais d'accord, ça c'est très bien. Donc ça c'est au niveau national. Et pourtant, au régional, vous êtes sur la liste de Julien Bayou, qui part au premier tour en Île-de-France face à deux autres listes
celle de Clémentine Autain pour la France Insoumise et celle d'Audrey Pulvar pour le PS. Alors là, vous n'avez pas réussi à faire l'union ? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire le régional, vous réussiriez à le faire au national ? C'est pas faute d'avoir là encore essayé. Je rappelle que je ne suis pas pour rien dans l'offre qui avait été faite par Julien Bayou d'essayer de construire cette alliance-là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ça n'a pas marché parce qu'on a exactement le même scénario qui pourrait être celui des présidentielles. C'est que tout le monde se sent assez fort tout seul pour pouvoir être devant et imposer au second tour aux autres la règle de celui qui est arrivé en tête. Mais là, vous allez conclure en l'occurrence, en Ile-de-France. Non, mais en Ile-de-France. On va en parler, si vous voulez, de Valérie Pécresse. Ouais. Parce que s'il y en a bien une aujourd'hui qui fait de la politique sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a fait à la région, sauf sur le bilan catastrophique qu'elle a en matière de délinquance et d'insécurité dans les bases de loisirs qu'elle dirige. Elle fait de la politique pour dire uniquement sur le registre de la sécurité, du régalien. Bon, bref. C'est si important de la faire tomber, on ne part pas à 3 listes de gauche. Mais la différence, c'est que là, en l'espèce, les programmes sont si proches, c'est pour ça que ça aurait été mieux qu'on soit tous ensemble d'ailleurs, ils sont si proches qu'il n'y aura pas de difficulté au second tour. Oui, mais la dynamique de premier tour, vous savez que c'est important. Valentine Auberti, vous le savez. Mais je n'arrête pas de le dire. Et j'arrête pas de vous dire que j'aurais préféré que. Donc, si je suis désolé de constater que ça n'a pas marché là. Écoutez, si c'est difficile pour un électeur de gauche reculer pour mieux sauter, de se dire que vous allez réussir à faire l'union dans un an, en n'étant pas capable de la faire à l'échelle régionale. Mais en même temps, vous comprenez que l'électeur de gauche, il est désespéré. Ce que je crois, parce que moi j'ai indiqué une préférence quand même dans ce paysage-là, c'est que je crois aussi que s'il y a une urgence sociale, il y a une urgence climatique et qu'on ne peut pas faire transition écologique sans écologistes. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle forcément la transition écologique c'est indispensable, mais qu'on va la faire, mais il ne faut surtout pas d'écologistes. Faut qu'il reste à l'extérieur, ça c'est pas possible. Et ce qui, je crois, est un des éléments à partir desquels la gauche se régénère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les passerelles avec la France Insoumise sont possibles. C'est par l'écologie. Indiscutablement, le programme de la France Insoumise est un programme écologiste. Personne ne peut le discuter, ça. Alors, avec des préférences parfois pour le rôle de l'État qui ne seraient pas celles forcément d'Europe Écologie Les Verts, mais les mouvements écologistes où l'écologie n'est plus le monopole des Verts. Différents partis aujourd'hui ont compris l'importance de l'urgence climatique, de la question de la biodiversité, de la nécessité de changer de modèle de développement, de reposer la question du pouvoir dans l'entreprise. Question centrale. Alors, d'ailleurs, aux écologistes, moi je dis, 2 questions. Est-ce qu'on peut continuer ou envisager la transition écologique sans reposer la question du pouvoir dans l'entreprise ? Si elle reste un monopole de l'actionnaire, imagine-t-on que les indicateurs de richesse, les indicateurs de performance seront autre chose que des indicateurs de rentabilité à court terme ? Non. Donc il faut absolument repenser la question du pouvoir dans l'entreprise. Mais à côté de ça, parce que c'est aussi la grande faiblesse de la gauche, il faut avoir un grand projet éducatif, de l'école maternelle jusqu'à, non pas la formation tout au long de la vie, l'école tout au long de la vie pour les adultes, parce qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver le contact des savoirs pour s'épanouir et s'émanciper, et aussi parce que je crois qu'à force de laisser l'individu à la droite et aux libéraux conservateurs, il manque un discours sur l'individu à gauche, il manque un discours sur l'émancipation, ce qui fait qu'elle a tant de mal aujourd'hui sur la question du féminisme, qu'elle a tant de mal sur la question de l'antiracisme, la gauche, à retrouver finalement ses petits, et ce qui est sa vocation historique, de défendre celles et ceux qui ne sont pas maîtres de leur destin ou qui ne sont pas tout à fait libres. Mais la gauche, elle n'est pas forcément au clair sur un certain nombre de thèmes. Vous parlez de l'antiracisme, du féminisme, la laïcité, c'est pareil. On a quand même surtout en tête des débats inutiles ces dernières années dans lesquels la gauche ou une certaine gauche s'est engouffrée. Je vous donne un exemple hier encore sur la laïcité. Cette polémique lancée par l'extrême droite sur cette candidate En Marche, ça ne vous concerne pas, mais cette candidate En Marche, Sarah Zemaï, voilée, tollée. Vous avez réagi ? Oui, par tweet, oui. J'ai fait un tweet en disant le Rassemblement national dicte, La République En Marche obtempère, et j'ai mis humiliation. C'est une humiliation. Vous avez évolué sur ce sujet, parce qu'en 2010, quand Ilham Moussaïd du NPA se présentait comme candidat voilé en tant que porte-parole du PS, alors il y a 2 choses. Vous disiez que bien sûr vous ne souscriviez pas à l'assaut contre cette jeune femme, mais vous disiez que vous n'étiez pas favorable sur une candidature. Donc vous avez changé de position. Il y a 2 choses dans cette affaire. Il y a d'abord ce que ne veulent pas voir
par exemple, le printemps républicain, tous ces gens qui sont plus de gauche, je veux dire, ils peuvent encore s'amuser à le dire, mais ils sont plus de gauche depuis très longtemps, qui ne parlent jamais de la question sociale, qui sont d'ailleurs ignorants et indifférents à cette question-là depuis le début. Et puis, la droite, l'extrême droite, Blanquer, Macron, il y a le fait, d'abord, que le Rassemblement national l'ait montré, et qu'elle soit de suite devenue, cette femme, intolérable aux yeux et aux humeurs du pouvoir en place. Ça, c'est la première chose que j'ai dénoncée. Ensuite, je pense que cette femme, elle dit quoi, si elle est là qu'elle ait un voile ou pas, qu'elle adhère aux valeurs de la République en marche, a priori. Quel est le symbole et la violence de ce qui vient d'être fait? Ça veut dire que cette femme est renvoyée à une identité qu'elle affirme, ou en tout cas une croyance, mais elle n'est renvoyée qu'à ça. C'est-à-dire que comment ensuite reprocher à des femmes et à des hommes de choisir une religion comme identité de consolation, quand à chaque fois qu'ils ont fait un acte politique qui consiste à adhérer à un message plus grand que celui de leur religion, plus universel, on les a renvoyés à leur religion. C'est ça que je dis. Alors, et c'est pour ça que... c'est moins que j'ai changé d'idée, c'est que je pense qu'il faut regarder la société telle qu'elle est et essayer de travailler à partager du commun. Et moi je pense que, et je ne vais pas commencer par dire, c'est en tout cas comme ça que j'aborde ce débat-là, je l'aborde avec franchise dans mes convictions, sur le fond, et notamment par rapport à la place du spirituel dans le débat politique, mais je crois qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui font un acte sincère d'adhésion aux principes républicains, je trouve incroyable que... de les en empêcher. Non, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a plus que des Pascal Pro dans ce pays, des Zemmour. Non, mais non, mais disons-le, la vérité, non pas dans ce pays, mais chez ces gens-là, Guérini, c'est Pascal Pro, Darmanin, c'est Zemmour, le printemps républicain, c'est la même chose. C'est que ça devient, et je le dis, ça me consterne et me navre de voir ça. Je précise voilà. que, en tout cas, très bien, on a bien entendu votre tirade. Et non, c'est pas une tirade, ça me désole, je veux dire, que Pascal Pro donne le là du débat politique, vous vous rendez compte où on en est quand même. En tout cas, sur cette question de candidat voilé, j'insiste, c'est une évolution parce qu'il y a 10 ans, c'était pas que l'extrême droite qui s'en émeuvait, c'était aussi Martine Aubry, Maryse Lebranchu, Jean-Luc Mélenchon qui ne voulaient pas d'une candidate voilée sur ces listes. Mais pourquoi c'est pas parce qu'on cède à une idéologie, il n'y avait pas besoin de ça en tout cas. Non mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation dans laquelle il me semble que sur la laïcité, il faut pouvoir affirmer des principes qui sont ceux de la loi de 1905, et en disant que la loi de 1905, c'est croire et ne pas croire, et que rien n'interdit à une femme de porter un voile dans l'espace public, rien ne le lui interdit. Aujourd'hui, elle a le droit de le faire, et qu'elle a le droit de dire, avec ce voile ou sans ce voile, qu'elle adhère à un message politique de droite, qui sait, peut-être même si elle veut, d'extrême droite. Donc moi, je considère en tout cas que dans l'état du pays aujourd'hui, renvoyer la violence qui a été celle de cette dénonciation sur ordre de l'extrême droite, sur injonction de l'extrême droite, c'est terrible. Voilà. En tout cas, c'est une évolution, et c'est bien d'évoluer. Alors, le débat, il s'est tellement décalé à droite que quand le candidat communiste Fabien Roussel, hier, a fait sa première conférence de presse de candidat, voilà, au siège du Parti communiste, il a démarré sa campagne sur la sécurité avec cette punchline. Ma gauche, en tout cas, sur cette question, ne sera pas laxiste. Pas laxiste au point de proposer une mesure que ne renierait pas la droite dure concernant les crimes contre les policiers. Il faut l'inscrire plus clairement dans le code pénal, j'y suis favorable. Y compris à monter, à y écrire noir sur blanc, 30 ans de prison minimale pour un crime à l'encontre de tout détenteur de l'autorité publique, et je souhaite même pouvoir l'élargir. Quand il dit l'élargir, il parle aux enseignants, aux agents de la fonction publique, etc. Je ne sais pas si vous aviez entendu cette déclaration, 30 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, par exemple? Je ne vais pas le prendre par le... Alors, je vais vous dire... La pire des choses, c'est de le prendre uniquement par la question de l'alourdissement de la sanction pénale. Parce que si c'est ça, d'abord, je l'affirme ici, ça ne réglera pas la violence dans la société. Pardon de le dire, il y a les fonctionnaires de police ont aussi d'autres collègues fonctionnaires qui font des recherches à l'université et qui montrent très bien que l'alourdissement de la sanction pénale n'est pas pour autant un des moyens d'éviter les crimes. Donc sinon, dans tous les pays où il y a la peine de mort, on aurait arrêté de tuer des policiers. Or, aux États-Unis, on tue des policiers
dans des États où il y a la peine de mort. Donc, première chose, la question qui doit être pensée, c'est le rapport qu'il y a aujourd'hui à l'autorité, aux institutions et le fonctionnement de ces institutions elles-mêmes. Et moi, il me semble que... Alors, prenons... ça va être difficile de parler de ça maintenant, mais si ce crime est lié au trafic de cannabis... Parce qu'apparemment, ça avait l'air d'être un point de deal de cannabis. Là encore, un rapport parlementaire vient de montrer que la légalisation du cannabis tuerait le trafic, donc tuerait l'insécurité liée à cela. Et qu'on arrêterait de voir des meurtres de policiers, de la violence qui fait des morts chaque année dans ce pays, si on savait basculer vers ce qui a été fait dans d'autres pays qui sont des démocraties, des pays dans lesquels on se préoccupe là aussi autant sincèrement de la vie des policiers que des personnes, des pays qui ont choisi la légalisation comme un moyen de faire de la question des stupéfiants un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu de sécurité publique. Et c'est même un rapport de députés de droite. De droite, de LR, de la République En Marche. Et moi, j'étais assez heureux de voir que sur cette question de la légalisation du cannabis, bon... Aujourd'hui, on sait que c'est une des solutions. Et pour autant, le président de la République vient de faire une déclaration de guerre à la drogue. Moi, je ne suis pas favorable à la drogue. Je pense que on sait simplement que le tout prohibition ne marche pas. Donc, si on est un responsable politique sérieux, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, et on essaye de trouver des solutions. Quand on voit qu'ailleurs des solutions ont marché, tant en termes de santé publique qu'en termes de sécurité publique, j'insiste, on fait diminuer les violences et l'insécurité, eh bien on met ça sur la table. Moi j'ai discuté avec des policiers qui y sont favorables à la légalisation du cannabis. Ce que je pense, c'est que plus généralement, il faut qu'on examine les violences dans la société, l'évolution de la délinquance. Là-dessus, c'est toujours le même débat, c'est est-ce que notre société est plus violente ou est-ce que c'est nous qui sommes moins tolérants à la violence ? Comment la gauche peut s'emparer de ces sujets sans être dans la surenchère sécuritaire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Avec la droite. Vous parlez de légalisation du cannabis. Mais par exemple, mais ce que je veux dire, c'est que... choses. Mais non, mais ça règle, en tout cas, ça aurait le mérite de régler un problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe une économie informelle violente qui voit dans les policiers des gens qui empêchent ces personnes de faire un business au point de les tuer. Ben moi, je souhaite que ce trafic-là n'existe plus. Je pense que la voie de la légalisation serait la voie sans doute la plus sérieuse à emprunter avec précaution, dans le temps, en se servant de l'ensemble des travaux de recherche pour y arriver. L'autre chose, comment vous dire il y a à repenser aujourd'hui le fonctionnement de bon nombre de nos services publics, de sécurité, d'éducation. La réforme de l'État qu'on a négligée, elle est probablement là, et pas dans le fait d'aller faire je ne sais quoi à chaque fois, d'une réforme de l'État qui consistait à amaigrir la puissance publique pour lui appliquer des critères qui étaient ceux des entreprises privées. On a besoin aujourd'hui de remettre l'accent sur l'éducation. Or, là où la gauche pêche, c'est par l'éducation. Elle n'a plus de projet éducatif. Est-ce que... Je pourrais prendre des milliers de sujets, c'est notre priorité. Mais oui, mais... Donc vous en parlerez beaucoup le 23 mai. Oui, mais tout recommence par là. Et fondamentalement, ce qu'on a fait sur les apprentissages fondamentaux en maternelle au primaire, c'est bien, mais on voit bien qu'il y a à nouveau des problèmes d'évaluation, des problèmes d'orientation, des problèmes de sélection, et surtout, concurrence entre les matières, concurrence entre les professeurs, concurrence entre les élèves, une réforme de Parcoursup et une réforme du bac qui sont une catastrophe, et un Jean-Michel Blanquer, mais qui a saccagé l'éducation nationale. Non mais jusqu'à ce que... vous avez des enfants, peut-être, je sais pas, mais moi j'en ai. Donc j'ai regardé comme tous les parents d'élèves comment s'étaient passés les cours à distance. Bon, honnêtement, c'est pas sérieux. Ça n'était pas sérieux. Et au-delà de ça, est-ce qu'on continue à avoir des responsables politiques, je le dis ici, qui font des grandes leçons sur l'école publique et scolarisent leurs enfants dans le privé, privé qu'on continue à financer, sans obligation en termes de carte scolaire, sans obligation en termes de mixité sociale, sans obligation en termes de prise en charge d'élèves en difficulté. Donc on voit bien qu'il y a... Moi je ne suis pas pour relancer la guerre scolaire, mais je suis pour qu'on mette les choses sur la table.
et qu'on la mette correctement. Et là encore, je sens pas beaucoup d'audace. J'entends des profs qui me parlent, moi j'en vois beaucoup. Bon, vous allez mener l'audace avec vos partenaires des partis et donc de la société civile. Dernière question à choix multiples. Avant de se quitter, les socialistes ont fêté cette semaine les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. C'est quoi le choix qui a le plus détourné les gens de gauche? Son présidentialisme à outrance, le tournant de la rigueur, les compromissions au Rwanda ou la façon dont il instrumentalisait le FN? Qu'est-ce qui a détourné les gens de la gauche? Ouais. Qu'est-ce qui a eu comme effet repoussoir? Ou les quatre. Ouais, non, mais voilà. Je parle de ça parce que c'est les choses dont on n'a pas trop entendu parler pendant cette journée de commémoration et de glorification du mitterrandisme. Moi, quand il y a eu le génocide au Rwanda, j'étais président des jeunes socialistes et puis j'avais passé la main à un parlementaire actuel qui s'appelle Régis Juanico et nous avions participé à l'époque comme jeunes socialistes au contre-sommet à Biarritz, France-Afrique, pour justement dénoncer ce qui se passait au Rwanda. À l'époque où ça se passait. Hein, donc je le dis parce que je trouve aujourd'hui que j'ai écouté un certain nombre de figures d'une gauche qui a connu son heure de gloire, indiscutablement, mais s'arc-bouter dans le déni en dépit du rapport qui a dénoncé les responsabilités accablantes de la France, non pas comme pays génocidaire, mais dans le fait qu'elle a laissé à un moment les choses se dérouler et que le scénario du pire s'est déroulé sous nos yeux. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, moi je me situe, j'ai salué le fait que Boris Vallaud, par exemple, ait demandé à ce que le Parti Socialiste assume ses responsabilités. C'est toujours mieux, comme ça a été l'honneur de la gauche, et d'une partie de la gauche, je me rappelle de la deuxième gauche, Michel Rocard à l'époque, et d'autres, d'être du côté de la décolonisation et du mouvement de la décolonisation plutôt que le contraire. Donc voilà, il y a aujourd'hui... Il y a une histoire à regarder en face. Ouais, et bon, indiscutablement, la présidentialisation, mais est-ce que Mitterrand était le seul? Franchement, quand on voit aujourd'hui, là, ça frise le ridicule, non? Vous ne croyez pas? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes là-dedans. Non, mais vous êtes des journalistes et vous l'avez sur Mediapart suffisamment dit pour que je me permette de me tourner vers vous en disant que ça frise un peu le ridicule, la présidentielle. Un régime légèrement présidentiel. Oui, légèrement. Merci Benoît Hamon. Un chouïa, comme on dit. Un chouïa présidentiel. Merci Benoît Hamon. Après, on va nous accuser d'être... Ah oui, non, mais chouïa, oui, vous savez, oui, c'est un mot arabe. Il y en a 2-3, hein, je devrais être soufflé à quelques-uns, à M. Bolloré, qu'il doit utiliser lui-même, qui viennent de l'arabe. Je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'à lui, je ne suis pas sûre qu'il nous regarde. Mais c'est pas grave. Merci Benoît Hamon d'être passé par le plateau d'À Libre. Bonne campagne. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, je vous fais un rapide récap. Fabrice Arfi s'est penché sur les déboires judiciaires toujours plus rocambolesques d'Arnaud Mimran. L'homme d'abord condamné pour avoir été dans l'affaire de l'escroquerie au quota carbone est désormais soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'un ancien associé et celui de son ex-beau-père milliardaire pour des histoires de dettes. C'est l'angle mort de la campagne de vaccination des personnes âgées meurent du Covid-19 alors même qu'elles étaient vaccinées. Rosane Le Saint décrypte les raisons de ces décès et pointe entre autres une efficacité moindre des vaccins face aux nouveaux variants et chez les personnes immunodéprimées. On vous en parlait hier et tout à l'heure, la polémique lancée par l'extrême droite au sujet de la candidate voilée à En Marche, Sarah Zemaï. Ses colistiers la soutiennent. Cécile Hautefeuille les a rencontrés. Ils décrivent cette polémique comme un non-sujet qui met au jour, selon eux, un conflit générationnel. Les deux colistiers refusent de modifier leurs affiches de campagne. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Ce week-end au programme, vendredi, donc dans 2 jours, écho à contre-courant de Romaric Godin sur le mirage de la croissance verte avec Hélène Torjman. Samedi, le documentaire Sans frapper d'Alexa Poukine, récit d'un viol qui tient sa force dans une narration originale, viol raconté par d'autres face caméra qui parfois ajoutent leur propre récit. Et puis dimanche, une émission d'histoire par Fabien Escalona sur les premières réflexions à gauche sur la nation avec Jean-Nouma Ducange. Nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Ce sera Mathieu Magnodex aux manettes. Merci à la rédac de Mediapart, à celle d'À l'air libre et à toute l'équipe technique. Salut, bon week-end.